Bonjour Madame Zubek, nous vous sommes très reconnaissants de passer un petit peu de temps avec nous, surtout que j'avais oublié que c'était un férié en France. Donc merci de nous consacrer un peu plus d'une heure. Juste pour vous présenter très rapidement, vous êtes chargé de mission à l'action internationale à l'Agence française anticorruption. Et à ce titre, vous développez les relations internationales, aussi bien bilatérales que multilatérales. Et je sais que vous intervenez régulièrement sur des enjeux de lutte contre la corruption au niveau international. Donc, vous êtes plus que qualifié pour être parmi nous aujourd'hui. Vous étiez auparavant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est une autorité administrative indépendante dont la mission est de promouvoir la probité des responsables et d'assurer l'encadrement du lobbying. Je crois que vous avez travaillé aussi à la Direction générale de l'éducation et de la culture de la Commission européenne, notamment en liaison avec les BRICS, qui est un think tank. Vous étiez plutôt, je crois, sur la partie brésilienne. Et auparavant, vous avez fait des études aussi bien au Brésil, à la Pontificia Universidade Católica de Rio de Janeiro, j'espère avoir prononcé à peu près correctement, et surtout des études de droit en France, à Paris 2, à Sas. Je crois aussi que vous participez à une organisation qui est la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICANN, organisation qui d'ailleurs a reçu le prix Nobel de la paix. Donc, nous sommes très impressionnés par tous ces titres et vous allez nous parler donc de l'AFA et plus spécialement de la partie internationale des activités de l'AFA. Merci, bienvenue, vous avez la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci Monsieur Pérez, je tiens à vous remercier pour cette invitation qui me fait très plaisir de pouvoir intervenir dans le cadre de ce cours de master. Je remercie aussi les étudiants que malheureusement je ne peux pas voir dans ce contexte, mais que je suis ravie de savoir que vous êtes à l'écoute et intéressés par ce sujet et par l'action de l'agence. J'étais ravie de voir que vous avez envoyé de nombreuses questions très intéressantes qu'on pourra discuter tout à l'heure. Donc, merci beaucoup pour votre présence et votre attention. Sans plus tarder, je vais commencer ma présentation on aura des slides bientôt. Donc, une présentation d'à peu près 30 minutes jusqu'à 19h, 19h10. Et puis, nous commencerons un échange à partir des questions que vous m'avez envoyées. Et aussi, si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, ma présentation s'articulera sur deux grandes parties. Tout d'abord, je vais vous faire une présentation générale de l'AFA, de l'Agence française anticorruption, en parlant du contexte de création de cette nouvelle agence, qui est assez récente, puisqu'elle a été créée par la loi du 9 décembre 2016, et elle est opérationnelle que depuis septembre 2017. Et je vous parlerai de son organisation, pour ensuite vous présenter les missions de conseil et de contrôle de cette agence. Dans une deuxième partie, je vous parlerai de l'action internationale de cette agence. Et cette partie va être divisée en trois points différents. Tout d'abord, je vous présenterai les travaux des organisations internationales et des institutions européennes dans le domaine de la lutte contre la corruption. Puis, nous verrons les actions de coopération bilatérale de l'agence, une coopération à la fois technique et opérationnelle dans le cadre d'affaires de corruption transnationale, pour ensuite conclure sur le réseau des autorités de prévention de la corruption, une initiative qui a été lancée par l'AFA et par l'autorité anticorruption italienne, qui regroupe des agences de prévention de la corruption. Et aussi, je vais présenter une étude qui a été faite par l'agence, une cartographie mondiale des autorités anticorruption, que je pense peut vous intéresser. Donc, tout d'abord, la présentation générale de la création de l'agence. Donc, depuis quelques années,
Vous savez sûrement, si vous ne pouvez pas lire très bien les slides sur Zoom, je vous enverrai les slides après où M. Pérez pourra le faire. Oui, oui, le PowerPoint sera diffusé en début de semaine prochaine. Parfait. Bon, depuis quelques années, et en particulier depuis l'adoption de la loi du 9 décembre 2016, la loi dite Sapin 2, du nom du ministre de l'économie de l'époque, Michel Sapin. Depuis ces quelques années, la France a conduit une profonde transformation de son dispositif de lutte contre la corruption. Cette loi, Sapin 2, a notamment créé l'AFA. La création de l'AFA s'inscrit donc dans un contexte de réforme d'ampleur qui est marqué par l'émergence de nouveaux acteurs de l'anticorruption, comme le PNF, le Parquet national financier, et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. Donc, pourquoi toutes ces réformes? Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette refonte globale du dispositif français? Il y a plusieurs facteurs, je vais vous expliquer que quelques-uns, comme ça vous pouvez comprendre pourquoi cette agence a été créée. Tout d'abord, il y avait un certain nombre de critiques et d'évaluations réservées des organisations internationales, en particulier l'OCDE, dans le cadre de la Convention contre la corruption de l'OCDE. Le nom complet, c'est la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Donc, c'est une convention qui couvre plutôt des aspects de corruption active, des entreprises qui versent des pots de vin à l'étranger. Et cette convention, elle a donné lieu à un groupe de travail de l'OCDE qui a critiqué la France. Elle a reproché une faiblesse de la réactivité des autorités judiciaires françaises et un nombre peu élevé de condamnations en matière de corruption transnationale. En même temps, il y a eu un certain nombre d'affaires de corruption transnationale importantes impliquant de grands groupes français qui ont été sanctionnés par des autorités étrangères, notamment américaines. Et toutes ces sanctions ont eu des conséquences économiques et réputationnelles considérables. Et enfin, un autre facteur qui a motivé ce changement, c'est aussi une crise de la confiance publique qui a été affectée par un nombre de scandales qui ont mis en cause la probité des dirigeants politiques. Je pense notamment à l'affaire Cahuzac, dont vous avez sûrement entendu parler, qui a motivé la création de la HATVP. Donc, en général, il y avait une perception très négative de la corruption en France qui a motivé le fait d'entreprendre ces réformes. Donc, pour remédier à cette situation, nous avons l'adoption de la loi Sapin 2, dont l'objectif est d'insuffler une culture de la conformité dans les organisations publiques et privées en adoptant les meilleurs standards internationaux. Grâce à cette loi, la lutte contre la corruption n'est plus réservée aux services d'enquête ou de contrôle spécialisés. Elle est devenue l'affaire de tous. Toutes les organisations doivent se doter de dispositifs de prévention et de détection de la corruption. La prévention est devenue une politique. Et pour mettre en œuvre cette politique, nous avons la création de l'AFA, qui est un service à compétence nationale placé auprès du ministre de la Justice et du ministre en charge du budget. On va dans le choix du législateur une reconnaissance d'un besoin de double portage de la prévention de la corruption, à la fois par la justice, parce que c'est un sujet qui est pertinent pour l'état de droit, et aussi un sujet qui est pertinent pour le budget de l'État, pour les finances publiques. Donc, ce double portage de cette agence. L'agence a remplacé le service central de prévention de la corruption, le SCPC, tout en bénéficiant d'un renforcement de ses pouvoirs. La mission principale de l'AFA est d'aider les acteurs publics et économiques. Quand on parle acteurs économiques, c'est les entreprises, aussi bien publiques que privées, aider ces acteurs à prévenir et détecter les atteintes à la probité. Les atteintes à la probité, c'est tout un champ d'infractions qui vont au-delà de la simple corruption et qui comprennent aussi le trafic d'influence, le favoritisme, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et la concussion. Donc, la loi a aussi introduit un référentiel anticorruption.
Ce référentiel, il est tout à fait central. Il a été introduit notamment par l'article 17 de la loi 100.2. C'est grâce à ces procédures qui sont inspirées des meilleurs standards internationaux que nous espérons pouvoir prévenir les atteintes à la probité. Je vous invite à consulter les recommandations de l'AFA qui précisent toutes ces différentes mesures et procédures. Mais juste pour rappel, car vous les connaissez peut-être déjà, c'est un programme de conformité anticorruption en France qui comprend 8 procédures principales. Tout d'abord, une cartographie des risques de corruption qui prend la forme d'une documentation régulièrement mise à jour qui vise à identifier, analyser et hiérarchiser les risques de corruption en fonction du secteur d'activité, de l'organisation, des processus métiers. C'est une cartographie qui doit être vraiment adaptée à la réalité du terrain, aux métiers et aux activités de l'organisation. Puis, à partir de cette cartographie, qui est vraiment une procédure centrale, les organisations publiques et privées doivent se doter d'un code de conduite qui définit et illustre de façon concrète les types de comportements à proscrire, car ils peuvent être susceptibles de faits de corruption. Donc, c'est un document qui aide les employés et les agents publics à savoir quel type de comportements sont à risque. Puis, un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements d'employés relatifs à des violations du code de conduite. La loi 100.2 aussi introduit le statut général de lanceur d'alerte en France. Aussi des procédures d'évaluation des tiers. C'est des procédures d'évaluation de l'intégrité des clients, des fournisseurs de premier rang et des intermédiaires, plus connus par le terme anglais de due diligence. Ça, c'est une mesure très intéressante du référentiel français, car elle a vocation à maximiser la portée du dispositif. Même si, dans le cadre de l'article 17, je vous expliquerai après, seulement certaines entreprises sont tenues d'avoir des programmes anticorruption, le due diligence fait que d'autres entreprises, peut-être plus petites ou de taille intermédiaire, se voient obligées d'aussi prendre en compte la conformité anticorruption dans leurs opérations. Puis, des procédures de contrôle comptable interne ou externe, destinées à s'assurer que les livres et les registres ne sont pas manipulés pour cacher des faits de corruption. Enfin, 6e point, un dispositif de formation adapté, destiné au personnel et aux cadres plus exposés au risque de corruption, pour que ces personnes savent comment réagir face à des situations à risque. Puis un régime disciplinaire permettant de sanctionner les violations des codes de conduite. Et enfin, un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre. Ce dispositif permet d'évaluer l'efficacité de l'ensemble des points du programme anticorruption. Donc, voici le contexte de création de l'AFA, sa mission principale et le référentiel anticorruption français qui a été élaboré aussi par les recommandations de l'AFA. Donc, comment nous organisons nos activités? Je vais vous montrer notre organigramme. Nous avons à peu près aujourd'hui 59 agents. Nous sommes dirigés par le directeur de l'agence, M. Charles Duchesne, qui est nommé par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Le directeur de l'AFA ne peut être démis de ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou de manquement grave. Son statut lui offre ainsi une certaine indépendance. Puis, les services de l'AFA sont partagés entre un secrétariat général qui assure l'administration, les ressources humaines, mais aussi la communication, et 2 sous-directions, la sous-direction du conseil, dont je fais partie au titre de la mission internationale, et la sous-direction du contrôle. Donc, ces 2 sous-directions sont chargées de la mise en œuvre des 2 missions principales de l'AFA. D'un côté, le conseil et l'assistance. Donc, nous avons des missions de conseil et d'assistance, parce que comme vous pouvez voir, le référentiel anticorruption des points assez généraux qu'il faut pouvoir adapter à des structures très diverses.
à la fois publiques, privées, des collectivités territoriales, des administrations d'État, des entreprises de secteurs différents. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous aidons les différents acteurs à s'approprier du référentiel anticorruption français. Donc, cette aide et cette assistance peut être faite à partir d'un appui offert à ces acteurs, un appui général ou individualisé. Ainsi, nous élaborons des recommandations, mais aussi des guides pratiques qui sont publiés, des guides sur des sujets particuliers. Par exemple, nous publierons bientôt un guide sur la maîtrise des risques de corruption dans le cycle de l'achat public, donc destiné à prévenir la corruption dans la commande publique. On a aussi un guide sur les processus de fusion-acquisition et sur d'autres sujets. Tout ça, c'est du matériel qui est développé par l'agence pour clarifier les différents points du référentiel anticorruption et aider à leur transposition effective. Puis, au titre de la mission de conseil, nous centralisons et diffusons des informations permettant d'aider à prévenir et détecter des atteintes à la probité. Ainsi, nous pouvons conduire des formations et des actions de sensibilisation. Nous avons par exemple, avec le Centre national de la formation publique territoriale, produit un cours en ligne sur la prévention de la corruption dans le secteur public local, qui a été très suivi. Nous sommes aussi responsables pour la préparation du plan national pluriannuel de lutte contre la corruption. Vous pouvez le consulter sur notre site. Ce plan est une feuille de route interministérielle sur la lutte contre la corruption en France, avec différents axes, priorités et des objectifs. Et nous, en concertation avec d'autres administrations et d'autres départements ministériels, avons rédigé ce plan. Nous publions aussi un rapport d'activité tous les ans pour rendre compte de notre action et donc apportons notre appui à toute personne physique ou morale qui souhaite notre aide dans les domaines de notre compétence. Donc, nous apportons notre appui à la fois aux entreprises publiques et privées, quelle que soit leur taille. Donc, l'offre d'appui de la FA, elle a vocation universelle. Elle n'est pas juste limitée au périmètre de l'article 17 de la loi 5.2. Nous apportons aussi notre appui à des administrations d'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et sociétés d'économie mixte et aux associations et fondations reconnues d'utilité publique. Nous apportons aussi notre appui à des autorités étrangères, mais je vais développer ce point dans la deuxième partie sur l'action internationale. À part nos missions, dans nos missions de conseil, d'assistance, nous avons aussi une mission de participation à la coordination administrative. Au sein de l'agence, il existe un conseil stratégique. Ce conseil stratégique est présidé par le directeur de la FA et il se réunit au moins une fois par an afin de définir la stratégie globale de l'agence. Il est composé de son président et de 8 membres qui sont désignés en raison de leurs compétences financières et juridiques et leur expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption. Et ces membres sont désignés par différents ministres, par le ministre de la Justice, le ministre chargé du budget, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. C'est donc l'AFA est aussi chargée de participer à cette coordination entre différents ministères et d'assurer une prise en charge multidisciplinaire de la lutte contre la corruption et avoir cette vision stratégique qui implique différentes administrations de la lutte contre la corruption. Et la durée du mandat des membres du Conseil dure 3 ans. Elle est renouvelable une fois. À part nos missions de conseil, d'assistance et de coordination administrative, nous avons des missions de contrôle. Ce contrôle, il vise à vérifier la qualité et l'efficacité des mesures et procédures mises en œuvre par les acteurs publics et économiques en matière de prévention et de détection de la corruption. Donc,
Au tout début de ma présentation, je vous ai présenté le référentiel et dans le cadre de nos contrôles, l'AFA vérifie si ce référentiel est effectivement mis en œuvre et si les procédures, elles sont de qualité. Ce n'est pas juste dire qu'un programme de conformité existe, mais de démontrer que les procédures sont utilisées et qu'elles sont efficaces. Ces contrôles peuvent être opérés sur deux modalités. Ils sont de deux types. Tout d'abord, il y a les contrôles à l'initiative du directeur de l'AFA. Et là-dedans, nous avons aussi deux types de contrôles. Les contrôles prévus à l'article 17 de la loi. C'est les contrôles visant des entreprises qui remplissent les seuils visés par cet article, c'est-à-dire qui emploient au moins 500 employés et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Puis, nous conduisons aussi des contrôles auprès des acteurs publics visés à l'article 3 de la loi Sapin 2, c'est-à-dire tous ceux que j'ai cités avant, mais je vais après expliciter les collectivités territoriales, les administrations de l'État, ministères, des opérateurs, etc. Donc, un champ très, très large. Nous pouvons aussi exercer nos missions de contrôle en exécution de décisions judiciaires. Là aussi, nous avons deux types de mesures judiciaires. D'une part, la peine de programme de mise en conformité qui peut être prononcée par un tribunal correctionnel. Donc, une personne morale condamnée pour corruption peut avoir une peine d'avoir un programme de mise en conformité contrôlé par l'AFA, soit en exécution d'une convention judiciaire d'intérêt public ou la CJIP qui peut aussi, elle, prévoir une obligation de mise en conformité. Ce contrôle s'opère à la fois sur pièce. Les équipes de contrôle envoient un questionnaire à l'entreprise concernée qui doit fournir des documents, mais aussi sur place par le moyen d'entretien, à la fois avec les dirigeants de l'entreprise, les employés, mais aussi parfois les clients et les fournisseurs. Donc, parfois, non, très souvent aussi avec les clients et les fournisseurs, parce que le but, c'est de vérifier l'efficacité de ce contrôle. Il faut bien préciser aussi que dans le cadre des contrôles, le directeur de l'AFA est indépendant. Il y a une indépendance fonctionnelle, même si l'AFA n'est pas une autorité administrative indépendante. Pour le contrôle, il ne peut recevoir ni solliciter d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale. Il décide à lui seul quel sera le plan de contrôle et comment conduire ces contrôles. Pour voir quels acteurs sont susceptibles d'être contrôlés dans le prochain slide, comme j'ai expliqué les entreprises de grande taille, publiques ou privées. Je précise toujours public et privé parce que dans certains pays, ces obligations de conformité s'appliquent parfois que sur les entreprises publiques ou ne s'appliquent pas aux entreprises publiques parce qu'elles ont un statut particulier. Ce qui est une force du dispositif français, c'est d'avoir le même niveau d'exigence et les mêmes standards de conformité à la fois pour les entreprises publiques et privées. Et donc aussi, tous les acteurs publics qui sont dans le champ de l'AFA peuvent être contrôlés. Et ces contrôles, en cas de manquement, peuvent donner lieu à des sanctions. Tout d'abord, il faut préciser que pour les acteurs publics, nous n'avons pas de pouvoir de sanction. Ce que nous faisons, c'est de transmettre tout simplement le rapport de contrôle à l'autorité de tutelle, qui, elle, peut prononcer des sanctions disciplinaires. Mais nous avons un pouvoir de sanction pour les acteurs économiques. Donc, en cas de manquement constaté, si on voit que le programme n'est pas efficace ou il est cosmétique, le directeur de l'AFA, il peut communiquer le rapport de contrôle à la personne concernée, à la personne morale concernée, et la mettre en demeure de présenter ses observations écrites dans un délai de 2 mois. C'est très important cette procédure parce qu'il y a un contradictoire. On a un dialogue avec l'entreprise qui peut faire part de ses observations. Et à l'expiration de ce délai, le directeur peut décider soit de délivrer un avertissement, soit de saisir la commission des sanctions. La commission des sanctions est composée de 6 membres,
2 membres du Conseil d'État, 2 membres de la Cour de cassation et 2 membres de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de 5 ans. Cette commission, elle est indépendante et impartiale. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est des magistrats, des conseillers d'État qui la composent. Donc, dans le cadre, quand cette commission elle est saisie, elle organise une audience qui est publique et que je vous invite à venir voir si vous voulez. C'est assez difficile, il y a beaucoup de monde, il y a une très grande queue devant l'agence, mais c'est assez intéressant parce que c'est une audience publique. Et au terme de cette audience, où sont représentés les services de l'agence qui présentent le contrôle et l'entreprise aussi qui peut être représentée par un avocat ou un autre représentant. Suite à cette audience, la commission des sanctions peut. Je vais montrer les issues du contrôle. Alors, Isadora, si je peux vous interrompre, une question peut-être qui tombe bien dans le cadre de notre cours. Travaillez-vous en rapport avec l'ACPR ou avec l'AMF? Êtes-vous une entité de contrôle supplémentaire pour les institutions financières ou y a-t-il une coordination? Il y a une coordination de plus en plus. On est même en train de négocier un protocole de coopération avec eux. Mais oui, il y a une coordination avec l'AFA. D'accord. Mais pas dans le cadre de la commission des sanctions de l'AFA en tant que telle, mais nous avons des échanges et nous sommes en train, c'est un de nos objectifs de renforcer cette coopération avec les autres régulateurs. Merci. Donc, le prochain slide pour les issues du contrôle. Bon, la commission des sanctions, elle a plusieurs options. Tout d'abord, elle peut clore le dossier si jamais elle estime que les manquements qui ont été constatés dans le rapport de contrôle, ils sont plus constitués au moment de l'audience. Elle peut classer l'affaire. Puis, elle peut enjoindre à la société à adapter ses procédures de conformité selon les recommandations qu'elle leur adresse dans un délai qu'elle fixe, inférieur à 3 ans. Donc, l'AFA, elle peut revenir à visiter l'entreprise pour voir si elle s'est conformée à ses recommandations. Puis, elle a la possibilité de prononcer une sanction pécuniaire d'un montant aller jusqu'à 200 000 € pour les personnes physiques. Parce que je n'ai pas précisé, mais l'article 17 il détermine que l'obligation d'avoir un programme de conformité repose sur les entreprises, mais aussi sur ses dirigeants en tant que personnes physiques. Donc, eux aussi peuvent être sanctionnés en cas de manquement et jusqu'à 1 million d'euros pour les personnes morales. Et enfin, la Commission peut ordonner la publication et la diffusion de sa décision aux frais de l'entité concernée. Et celle-ci est une des sanctions qui est les plus redoutées par les entreprises parce que, comme vous pouvez bien imaginer, il y a un risque avéré pour la réputation de l'entreprise d'avoir une décision négative de la Commission des sanctions publiée et diffusée. Pour l'action internationale, donc très en général, voici les grandes missions de l'agence et son action. Et comment notre action en France, au niveau national, se traduit au niveau international? Quelle est notre action au niveau international? Tout d'abord, nous participons aux travaux des enceintes multilatérales. Elles sont plusieurs et qui sont toujours attachées ou très souvent à des instruments juridiques internationaux que je vous ai listés dans ce slide. Donc, l'AFA participe à la définition de la position des autorités françaises au sein de ces organisations internationales dans ces domaines de compétences. Donc, elle travaille en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat général des Affaires européennes, aussi la Direction générale du Trésor et d'autres autorités françaises qui participent de ces travaux anticorruption au niveau international. Et l'AFA aussi contribue aux évaluations internationales de la France. À la fois, elle répond aux questionnaires et organise les visites pays pour la France. Pour donner un exemple, l'année dernière, la France a été
évaluée par le groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe, et la FA était en première ligne dans l'organisation de cette évaluation. La France participe aussi avec son expertise dans l'évaluation d'autres États. Par exemple, en ce moment, nous sommes des évaluateurs du Mali dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, les principaux forums multilatéraux pour la lutte contre la corruption sont l'ONU, avec la Convention des Nations Unies, connue comme la Convention de Mérida, qui est un instrument le plus universel des instruments anticorruption juridiquement contraignants qui existent. Et cette convention, elle a rattaché à elle un groupe sur la prévention de la corruption dans lequel la FA participe. Nous avons aussi le CDE, avec la convention déjà citée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, et le groupe de travail sur la corruption de la CDE, qui traite plus de la corruption active, mais aussi le groupe de travail des hauts responsables de l'intégrité publique, pour tout ce qui est secteur public. Nous avons le Conseil de l'Europe, qui est un organe tout à fait central, qui élabore des recommandations qui sont très suivies et visibles au domaine de l'anticorruption. Je vous invite à lire le dernier rapport sur la France. Ça peut être assez intéressant parce qu'il analyse tout le système de promotion de l'intégrité et de prévention de la corruption pour les hautes fonctions de l'exécutif et aussi pour les services de police. C'est assez intéressant. Dans le cadre de l'Union européenne, nous participons du réseau des points de contact nationaux sur la corruption et différentes réunions sur le sujet. Nous participons aussi au groupe de travail anticorruption du G20 et au partenariat international contre la corruption du sport, qui est une initiative assez originale aussi, qui regroupe le Comité international olympique, les fédérations sportives internationales, des organisations internationales et des États, dans le but de promouvoir l'intégrité dans le sport. C'est un sujet qui est assez important en France en ce moment, dans la perspective de l'organisation des Jeux olympiques en 2024. Après la participation aux travaux multilatéraux, nous avons aussi des actions de coopération bilatérale. Cette coopération, elle passe par la mise en œuvre d'actions de coopération technique avec les pays demandeurs. Concrètement, nous organisons des formations et des réunions techniques avec des autorités étrangères qui nous sollicitent s'ils veulent améliorer leur dispositif anticorruption ou apprendre avec nos procédures françaises. Donc, nous avons un certain nombre d'actions comme ça de coopération qui contribuent au rayonnement du dispositif français et aussi à l'application des engagements internationaux de la France, puisque dans la Convention des Nations Unies est prévu que les États doivent fournir une assistance en matière de prévention de la corruption, notamment à l'égard des pays en développement. Aussi, nous recevons de nombreuses délégations étrangères à la FA. Pour vous donner une ordre de grandeur, en 2019, nous avons reçu 43 délégations de pays très divers, de l'Autriche, Haïti, Roumanie, République dominicaine. Et ces délégations qui viennent souvent d'administrations diverses, pas simplement d'autorités homologues à la FA, mais aussi parfois du ministère de la Justice ou de magistrats, de procureurs. Ils sont très intéressants de connaître plus le modèle français. Puis, nous sommes aussi engagés dans la promotion de la coordination internationale dans le cadre d'affaires de corruption transnationale. C'est un des objectifs du plan de la France pour la lutte contre la corruption, c'est de favoriser une approche coordonnée de ces affaires pour limiter les conflits de compétences et harmoniser les sanctions prononcées. Dans ce cadre, nous échangeons régulièrement avec le département de justice des États-Unis, le SFO pour des autorités judiciaires, mais nous avons aussi des protocoles de coopération avec des autorités de poursuite ou de prévention de la corruption étrangère. Et le but, c'est aussi de recueillir des informations sur des affaires de corruption avant qu'elles éclatent en quelque sorte. Donc, maintenir un échange d'informations et de relations de travail de bonne qualité avec les autorités étrangères.
Cette promotion passe aussi, par exemple, par la publication en anglais des lignes directrices sur la mise en œuvre de la CEGIP, des lignes directrices que je vous invite à consulter aussi, et dont la traduction a bénéficié de l'appui précieux de M. Pérez. Merci. Donc, toutes ces initiatives contribuent à promouvoir cette coordination. Dans la photo, par exemple, vous voyez notre directeur dans sa mission au Brésil, dont on parlera pendant les questions, où il a dispensé une formation aux magistrats brésiliens à l'école de la magistrature brésilienne. Et enfin, nous avons aussi des partenariats renforcés avec les banques multilatérales de développement. Ces banques sont des acteurs très importants dans la lutte contre la corruption parce que c'est des bailleurs de fonds très importants qui sont en contact direct avec des entreprises, françaises notamment, et qui sont très regardants de l'intégrité de ces entreprises et qui peuvent exclure certaines entreprises qui en faute de leur contrat, de leur fonds. Donc, on coopère beaucoup pour développer des lignes directrices et des façons de promouvoir l'intégrité aussi au sein des entreprises. À ce titre, nous avons une coopération avec la Banque mondiale. L'année dernière, par exemple, nous avons organisé un atelier avec la Banque mondiale sur la conformité anticorruption dans les petites et moyennes entreprises. Et aussi, nous avons des protocoles de coopération avec la Banque européenne d'investissement et la Banque interaméricaine de développement. Donc ça, c'est un versant plus opérationnel de notre coopération. Et enfin, pour conclure, le réseau des autorités de prévention de la corruption, le NCPA en anglais, Network of Corruption Prevention Authorities, c'est l'initiative multilatérale qui a été lancée en octobre 2018 à Šibenik, en Croatie, en marge d'un événement du Greco. Elle a été lancée à l'initiative de la FA et de l'autorité italienne. Et ce réseau, il vise à offrir aux autorités spécialisées dans la prévention de la corruption, donc des homologues directs de la FA, un forum dédié à la discussion de sujets opérationnels d'intérêt commun. Donc, il est un peu différent des groupes de travail dans les organisations internationales parce que c'est un réseau vraiment pour des praticiens spécialisés dans la prévention. Donc, quelque chose de beaucoup plus spécifique et concret. Ce réseau, en 2020, il est présidé par la FA et il regroupe actuellement 24 membres, un observateur et 2 partenaires. Nous avons des membres en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et aussi au Moyen-Orient et en Afrique aussi. Donc, à terme, on essaye de mobiliser des représentants du monde entier, de différents continents. Et dans le cadre de ce réseau, la FA a piloté le projet de cartographie mondiale des autorités anticorruption. Un projet qui a recueilli les contributions de 171 autorités nationales de 114 pays et territoires. Dans cette carte en violet, vous voyez tous les différents pays qui ont contribué et vous pouvez lire le rapport de cette enquête sur notre site. Il est actuellement qu'en anglais, mais il sera bientôt en français aussi. Et grâce à cette grande cartographie, qui a été conduite aussi en partenariat avec le Greco et l'OCDE, nous avons pu tirer quelques enseignements sur l'état des standards anticorruption dans le monde et aussi identifier des pistes concrètes de coopération entre autorités anticorruption, mais aussi avec les autorités anticorruption et d'autres organisations internationales ou autorités judiciaires. Je veux vous montrer que quelques résultats de cette enquête pour vous montrer concrètement à quoi elle ressemble. Par exemple, nous avons demandé aux autorités qui ont participé, si dans leur pays, il existait une obligation d'établir un code de conduite. Et on a vu que cette obligation, ce standard, il est très répandu puisque 75% des autorités qui ont participé à l'enquête ont dit qu'il y avait bien une obligation d'avoir un code de conduite dans leur pays. Pourtant, on note que cette obligation concerne majoritairement le secteur public. Dans la plupart des États, avoir un code de conduite n'est pas obligatoire dans le secteur privé.
Donc, on peut se demander s'il y a une diffusion soit pas aussi répandue de ces standards dans le secteur privé ou si les standards ils sont appliqués dans une base plus volontaire dans la plupart des États. Puis, on s'est aussi rendu compte, dans le prochain slide, nous avons demandé aux États s'il existait une obligation de réaliser une cartographie des risques. On a vu que la cartographie des risques est beaucoup moins répandue que le code de conduite, que 56% des autorités ont répondu que cette obligation existait dans leur pays. Ce qui démontre alors que donc de nombreux codes de conduite ne sont pas basés sur une cartographie préalable des risques, ce qui pose question sur l'efficacité réelle de ces codes de conduite. Et encore une fois, on note que cette obligation, elle est beaucoup moins répandue dans le secteur privé. Donc, on a aussi noté que le dispositif français, il est assez original d'avoir des obligations de conformité qui sont à la fois applicables au secteur public et privé. Et finalement, on a aussi posé aux autorités quelles étaient leurs attentes en matière de coopération internationale. Et la plupart, une grande majorité, intéressée par l'échange de bonnes pratiques. Et cet échange de bonnes pratiques est au cœur de notre action internationale. Donc, merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup, Madame Zubek. Je crois que c'était très intéressant. Nous avons beaucoup appris. Nous avons également un certain nombre de questions qui vous ont été transmises. Il y en a une qui est arrivée peut-être un petit peu en retard. À moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, je vous propose de passer à la partie sur les questions maintenant. Oui, je les ai sous les yeux. Donc, je peux commencer. Bon, il y avait beaucoup de questions. Je vais essayer de les répondre toutes. Je ne sais pas si ça sera possible. Après, si vous pouvez donner mon adresse mail, si des étudiants veulent me contacter pour avoir des précisions, je suis à votre disposition. Mais donc, la première question, c'était sur les effectifs actuels et le budget de l'AFA et les prévisions pour les prochaines années. Au 31 décembre 2019, l'AFA comptait 63 agents et son budget de fonctionnement était de 7 millions d'euros. Je n'ai pas de prévision pour les prochaines années. Cela dépendra des arbitrages budgétaires proposés par le gouvernement et votés par le Parlement. Une chose qu'on peut noter, c'est que ces informations, elles ne concernent pas le suivi des CEGIP, puisque normalement, dans les CEGIP qui prévoient une obligation de mise en conformité, il y a une enveloppe frais d'expertise. Donc, c'est un peu à part. Puis, on m'a demandé sur l'organisation de la commission des sanctions. Je pense avoir répondu à cette question pendant la présentation. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à lire les décisions et le règlement intérieur de la commission des sanctions. Tous les deux sont disponibles sur notre site, ainsi que les communiqués qui ont été publiés par l'AFA suite aux audiences. Donc, c'est une source d'informations précieuses sur la façon de fonctionnement de cette commission. Donc, et aussi, je vous invite à assister aux audiences. Il faut se prendre vraiment en avance. Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant avec le Covid-19, mais c'est un moment aussi très intéressant d'apprendre comment, dans les faits, les missions de l'AFA sont mises en œuvre et comment cette commission fonctionne. Comme j'ai déjà mentionné, elle est indépendante et impartiale. On m'a demandé si c'est différent avec le directeur, mais en fait, cette commission, elle n'est pas liée par les appréciations ou aux propositions du directeur de l'AFA. Donc, elle est assez indépendante. Elle est indépendante. Enfin, j'ai une question sur le recrutement. Bon, pour le recrutement, une offre est publiée sur notre site, le site de l'AFA, que je vous invite à consulter, et sur la plateforme Place de l'emploi public, qui est le portail de la fonction publique en France. Aussi pour d'autres offres, n'hésitez pas à regarder cette plateforme qui centralise toutes les offres de la fonction publique. On m'a demandé s'il faut être fonctionnaire. Non, pas spécialement. Bien sûr qu'à compétences égales, un profil type fonctionnaire est privilégié.
mais néanmoins, il y a de nombreux agents contractuels qui apportent leur expertise sur des domaines précis. Moi-même, je ne suis pas fonctionnaire, je suis contractuelle, donc ça dépend du type de poste. Si jamais c'est un poste qui demande, par exemple, une culture de l'entreprise, du secteur privé ou une expérience internationale, on peut très bien. Et en fait, l'équipe de la FA est marquée par une très forte multidisciplinarité. Même dans la fonction publique, nous avons des profils différents de magistrats, gendarmes, administrateurs civils, directeurs d'hôpitaux. C'est vraiment très, très varié. Et des conseils pour présenter sa candidature, bon, candidater. Mais sinon, je vous conseille de toujours suivre l'actualité et les publications sur l'anticorruption. C'est très important d'être curieux, ouvert, mais aussi rigoureux et d'avoir une bonne maîtrise des enjeux de la conformité. Je pense que c'est vraiment fondamental de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se dire, quelles sont les grandes affaires en cours. C'est très important d'avoir cette maîtrise des enjeux. Puis, si je peux, on va essayer de faire participer un petit peu nos étudiants aussi. Bien sûr. Il y a une question qui est arrivée un petit peu en retard sur la transparence. Karima Moudani, êtes-vous là? Voulez-vous poser votre question en ligne? Oui, bonjour, je suis là. Bonjour. Donc, j'avais une question, vu que vous travaillez sur la coopération internationale. Donc, j'imagine pour coopérer, il doit y avoir des échanges d'informations entre les différents pays. Et du coup, je sais que le niveau de transparence entre les pays est différent. Et du coup, je voulais savoir comment se fait l'échange d'informations. Parce qu'il y a des pays qui sont plus réticents à donner des informations que d'autres. D'accord. Bon, il y a deux types de coopération ici. Ce que nous, à la FA, nous mettons en œuvre, c'est plutôt une coopération en vue de la prévention de la corruption. Donc, c'est sur une base strictement volontaire. Donc, les États qui veulent coopérer avec nous, ils sont déjà, j'avais vu votre question par mail, déjà motivés et déjà disposés à partager des informations. Donc, cette question ne se pose pas vraiment pour nous. Bon, l'échange d'informations, deux types d'informations dans le cadre de l'entraide pénale. Peut-être que c'est moins sur une base entre États qui sont dans ce cadre-là. Pour nous, comme nous ne sommes pas un service d'enquête, on ne vérifie pas si les informations ne se posent pas vraies ou pas au niveau de transparence de nos partenaires. Une difficulté, par contre, qu'on peut rencontrer, c'est le fait que nous avons certains obstacles à échanger des informations avec des autorités étrangères. Ces obstacles, par exemple, ils sont liés au secret professionnel, aux informations qui sont confidentielles, que nous ne pouvons pas échanger, ou au fait que nous coopérons avec des autorités administratives. Nous aussi, nous sommes un service administratif, donc nous ne bénéficions pas des canaux d'échange d'informations judiciaires. Et c'est là que ça peut être un peu plus compliqué. Mais la question de la transparence des autres ne se pose pas vraiment. Peut-être parfois on peut se demander si la volonté est réelle, mais on préfère ne pas discriminer et travailler avec tous les pays demandeurs. On n'est pas dans une position de juger leurs efforts, on est plutôt dans un échange de bonnes pratiques, d'expériences en vue de renforcer nos capacités mutuelles. D'accord. Et comment vous faites pour les motiver pour qu'ils coopèrent? Donc, la plupart, ils viennent à nous naturellement. C'est des pays qui sont déjà intéressés. En fait, les organisations qui font le plus de pression sur ces États sont plutôt les organisations internationales et les bailleurs de fonds internationaux qui parfois demandent des gages de transparence, de bonne gouvernance, de mesures anticorruption. Donc, ils ont cette action-là et se tournent vers nous pour avoir de l'aide technique pour mettre en œuvre ces mesures de prévention. Donc, ils sont déjà motivés en quelque sorte. Et aussi, un autre outil pour promouvoir cette coopération, c'est la pression des pairs dans le cadre aussi de ces organisations internationales.
J'ai rapidement mentionné les évaluations, mais ces évaluations, elles sont fondamentales. Les États les prennent assez au sérieux, surtout celles qui sont rendues publiques. Et c'est une façon où chaque État peut faire pression chez l'autre pour qu'ils mettent en œuvre effectivement des normes et pour les motiver en quelque sorte à lutter contre la corruption. Autre chose qui peut fonctionner, c'est des actions de sensibilisation et de formation. Par exemple, j'ai mentionné ce cours en ligne que nous avons réalisé sur la prévention de la corruption dans la gestion publique locale. Ce cours, il a été un grand succès. Vous pouvez vous inscrire aussi, les inscriptions sont ouvertes. C'est un cours en ligne gratuit, ouvert à tous. Et nous avons vu que, on a eu beaucoup de participants, presque 18 000 depuis le lancement du cours. Et parmi ces participants, on note beaucoup de participants d'Afrique francophone. Et on note que suite à ce cours, suite à cette sensibilisation et cette appropriation des notions de l'anticorruption, nous avons plus d'intérêt et des partenaires qui sont plus motivés à coopérer sur ces sujets. Pour nous, une chose qui est vraiment fondamentale, c'est souligner que cette lutte contre la corruption est une affaire de tous, que peu importe si c'est un État en développement ou développé, du Nord ou du Sud, c'est un phénomène qui affecte toutes nos sociétés et il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas un modèle unique. L'important, c'est vraiment de joindre nos efforts et d'ensemble construire une culture mondiale de l'intégrité, donc nos judiciaires. Question de la transparence, peut-être s'il y a volonté et travailler avec tous les pays. On n'est pas donc jugé, on est plutôt. Ils viennent, c'est des pays qui sont intéressés. Allô? Plus de pression Bonjour. sur les. Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Internationaux de transparence. Ils ont cette action-là. Mettre en œuvre aussi, c'est la pression. Prêt à les prendre assez au sérieux. Une phase où Allô, vous chaque m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai deux questions pour vous. Oui, mais présentez-vous. Donc, moi, c'est Monsieur Atana. Je suis donc étudiant au sein de cette promotion et j'ai trouvé votre intervention intéressante. Mais en tout début de présentation, vous nous avez parlé de l'organisation de l'AFA. Et je voulais savoir si le président de l'AFA pourrait être un ancien dirigeant d'une entreprise régie par l'article 17 de la loi Sapin. Non, pas du tout. Je n'ai pas précisé, mais le directeur de l'AFA doit être un magistrat de l'ordre judiciaire. D'accord. Hors hiérarchie. Donc, un magistrat avec une carrière déjà conséquente. Ok. Et pour la deuxième question, au cours de votre présentation, vous avez parlé d'une coopération bilatérale avec des pays d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Qu'en est-il des pays asiatiques où la corruption est surtout culturelle? Est-ce que vous travaillez avec ces pays-là? Est-ce qu'ils font l'effort de venir vers vous, etc.? Alors, sur les questions internationales, c'est le deuxième volet. Donc, on essaie de se concentrer d'abord sur les missions et les fonctionnements en ce moment, et on répondra à votre question, mais par la suite. Si nous avons fait le tour en ce qui concerne les missions et le fonctionnement de l'AFA, on peut passer au deuxième groupe de questions. Alors, est-ce qu'il y a sur ce point 1, est-ce qu'il y a d'autres questions ou nous avons terminé? Bon, je crois, Madame Zubek, nous pouvons passer au point numéro 2 maintenant dans les questions. Oui, c'était fourni par l'AFA aux agents, aux acteurs économiques nationaux. Donc, je ne vais pas continuer à faire la publicité de notre site, mais nous avons dans notre site la charte de l'appui aux acteurs économiques que vous pouvez consulter et qui précise nos modalités d'appui avec des informations très précises vraiment. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que cet accompagnement individuel, il peut être sollicité par toute entreprise, aussi bien celles qui entrent dans le champ de l'article 17 que les petites ou moyennes entreprises. Cet accompagnement, il s'adresse à l'ensemble des acteurs économiques, à toute entreprise. Et ce qui est important à noter, c'est que cet accompagnement procède d'une démarche volontaire de l'entreprise. Et donc, il ne repose sur aucune obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.
La seule chose qu'on invite les dirigeants à faire, c'est de s'assurer de leur capacité à mobiliser des ressources adaptées à la conduite du projet envisagé. Donc, par exemple, si cet appui porte sur la mise en place d'une cartographie des risques, il faut être sûr qu'il y a une personne dédiée à ça, il y a des ressources, il y a des temps de salariés pour pouvoir réaliser ce projet. Mais pour répondre plus spécifiquement à la question qui m'a été posée, il n'y a donc pas de coût pour cet appui, si ce n'est les ressources qui sont mobilisées en interne pour conduire ces projets, et ni de risque particulier pour le chargé de compliance. Au contraire, vous pouvez attendre des bénéfices de cet appui parce que bon, la mise en œuvre efficace d'un programme de conformité contribue elle permet aux entreprises de se prémunir contre le risque de voir leur réputation dégradée ou leur valeur économique dégradée par des affaires de corruption. C'est quelque chose qui est vraiment positif et qui peut être utilisé comme un levier de compétitivité. On voit de plus en plus d'entreprises qui veulent promouvoir une marque éthique. Donc, le fait d'avoir un dispositif anticorruption robuste est valorisé. Et je pense que si vous demandez l'appui d'AFA, c'est vraiment un bénéfice pour vous et pas un risque. Bien sûr que si cet appui si cette saisine va être effectivement répondue, ça dépendra de nos ressources internes. Mais n'ayez aucune crainte. Et je voulais aussi préciser l'articulation entre le conseil et le contrôle. Cet appui aux entreprises, il n'a aucune incidence sur un contrôle éventuel. En fait, les missions de conseil et de contrôle, même si elles sont complémentaires, les deux, elles visent à aider les corruptions. Même le contrôle, il n'a pas une visée punitive. C'est vraiment pour aider les acteurs. Ces missions complémentaires, elles sont toutefois complètement indépendantes. Donc, je pense que j'espère que ça c'est clair. Oui, je crois que sur ce point, c'est effectivement très clair. Voulez-vous passer à la CGIP? Oui. Oui. Donc, on m'a demandé sur les différentes formalités pour la négociation de la CJ. Comme nous ne disposons pas vraiment beaucoup de temps, je vous invite aussi à consulter les lignes directrices PNF-AFA sur la mise en œuvre de la CJ. Vous aurez tous les éléments dans ce document. Ce que je peux bien souligner, c'est que ces négociations, elles sont menées et conclues avec les autorités judiciaires et pas l'AFA. L'AFA est un service administratif. Donc, cette CJIP, elle est proposée par le procureur et elle doit faire l'objet de la validation par le juge lors d'une audience publique. L'AFA peut intervenir dans le cadre de cette négociation à la demande du parquet pour examiner le programme de conformité de l'entreprise concernée. Ainsi, le procureur peut consulter l'AFA pour décider de l'opportunité d'introduire une obligation de mise en conformité dans le cadre de la CJIP. Elle aide aussi à déterminer l'étendue de cette obligation et le montant des frais d'expertise. Mais voilà le rôle de l'AFA dans la négociation de la CJIP. Ce n'est pas l'AFA qui négocie la CJIP en tant que telle. C'est le procureur de la République avec l'entreprise. Alors, je crois que la question émanait d'une de nos étudiantes qui, on va dire, travaille dans une grande banque qui a signé une CJIP récemment. Marie-Noëlle, est-ce que ça répond à votre question ou avez-vous d'autres précisions à demander? Non, pour ma part, c'est bon, Michel. Merci beaucoup, Madame Zibek. Merci, Madame. Oui. Très bien, merci beaucoup, Madame Zibek. Voulez-vous que nous passions au lanceur d'alerte? Oui, lanceur d'alerte. Bon, tout d'abord, je dois vous souligner que l'autorité compétente pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte est le défenseur des droits. Ce n'est pas l'AFA. Donc, la deuxième question, elle serait plutôt adressée au défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante, que la loi lui confie cette mission de protection des lanceurs d'alerte. Toutefois, je peux vous dire que l'AFA reçoit des signalements. Elle ne les sollicite pas forcément, mais elle les reçoit. Et selon la nature et la précision des faits rapportés,
Ces signalements peuvent être classés sans suite, si c'est quelque chose complètement loufoque et pas basé sur, ce n'est pas crédible, ou ils peuvent déterminer l'ouverture d'un contrôle, surtout si c'est des signalements sur des manquements à l'obligation de conformité. Et aussi, ils peuvent donner lieu à une communication des informations à l'administration ou au parquet compétent. Ce qui peut arriver assez souvent, c'est que l'AFA, soit elle reçoit un signalement, soit au cours d'un contrôle, elle peut être confrontée à une situation qui ressemble fortement à un fait de corruption. Et dans ce cas de figure, elle est obligée par la loi, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, elle est obligée à transmettre ce dossier au parquet compétent. Donc, voilà, et toujours que si l'auteur du signalement peut être identifié, il reçoit une réponse. Bien. Est-ce que c'est un point qu'on a discuté en cours plusieurs fois déjà? Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les lanceurs d'alerte? Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Autre point important est le rôle de l'AFA dans le monitorat. Oui. La question que j'ai, c'est sur les retours de non-respect des programmes de conformité. Oui, c'est ça, puisque l'AFA est en charge Oui. de la coordination et de la surveillance, si nous comprenons bien. Et également, c'est une question peut-être qui fait la transition avec la partie internationale. Vous êtes chargé, dans certains cas, Airbus par exemple, ou Société Générale, de transmettre des données à des autorités étrangères tout en respectant la loi de blocage française. Oui, là, j'aimerais aussi apporter une précision. L'AFA ne transmet pas nos informations directement aux autorités étrangères. Elle ne rend pas compte aux autorités étrangères. En fait, dans le cadre de son monitoring, elle rapporte au procureur de la République, donc au PNF par exemple, et qui à son tour informe les autorités étrangères du déroulement du monitoring dans le respect des règles de l'entraide pénale internationale. Donc, il y a ce filtre-là. L'AFA reporte au PNF qui rapporte à ses homologues étrangers. Et comment on assure le respect de la loi de blocage? Je ne peux pas vous donner des informations très précises, malheureusement, sur le sujet, parce que c'est des affaires en cours. Mais ce que je peux dire, c'est que notre action consiste à déterminer le choix des informations pouvant être communiquées et, le cas échéant, les modalités de cette communication. Donc, en analysant la façon et le choix comme une fonction de filtrage de certaines informations pour assurer le respect de cette loi. Et l'objectif de cette loi, il est double. Nous efforçons à la fois de défendre les intérêts de l'entreprise, mais également les intérêts stratégiques et judiciaires de l'État français. Merci. Et je suppose donc que jusqu'à présent, dans vos rapports avec le SFO ou le DOJ ou d'autres partenaires dans votre action internationale, les échos ont dû être plutôt positifs. Oui, plutôt. Nous avons des très bonnes relations de travail. Par exemple, en décembre dernier, les États-Unis ont organisé un événement en marge de la COSP, c'est la convention, la conférence de la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est un événement très, très important dans la communauté anticorruption qui a lieu tous les 2 ans. Ils ont fait un événement sur les résolutions coordonnées des affaires anticorruption et ils ont invité l'AFA à s'exprimer. Donc, on a des bons échos. Mais juste bien préciser que nous n'avons pas, dans le cadre de monitoring, de relations directes avec ces autorités. C'est le parquet français, notre interlocuteur. Parfait, merci. Plus tard. Je crois que donc pour les questions d'organisation nationale, nous avons fait le tour des questions. Peut-être pouvons-nous passer maintenant aux questions qui concernent vos activités internationales?
Oui, tout à fait. Oui. Alors, la première question rejoint un petit peu ce qu'on a, ce qu'on vous venez de décrire. Est-ce que vous avez d'autres commentaires là-dessus? Non, juste vraiment souligner le cadre des négociations des CEGIP, nous avons une fonction d'appui et d'expertise sur les programmes de conformité. Nous ne sommes pas un service d'enquête. Juste bien préciser ça. Que parfois, ça peut prêter à confusion, croire que l'Agence française d'anticorruption est un service d'enquête. Mais non, nous sommes un service destiné à aider les acteurs à prévenir et détecter les faits de corruption. Nous ne sommes pas dans une perspective répressive. Merci. Brésil? Oui, alors le Brésil, je crois que c'est Alphonse Lévy qui était très intéressé. Voulez-vous poser votre question? Oui, bonjour Madame Zubek. Bonjour monsieur. Alors, nous avons appris que vous reveniez d'une mission au Brésil et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'actualités concernant le Brésil en ce moment. Donc ma question en fait était celle de savoir si vous aviez une analyse particulière au sujet de la démission de l'ex-ministre de la Justice, donc Sergio Moro, et quelles étaient les perspectives sur l'évolution de la mise en place du programme de coopération franco-brésilienne dans la lutte anticorruption, et plus globalement en termes de risque de diminution du standard brésilien dans la lutte contre la corruption. Alors, je précise que Mme Zubek ne peut évidemment pas prendre de position politique dans ces réponses. Oui, bien sûr. Non, oui, j'ai bien sûr une opinion sur le sujet, mais je ne peux pas la partager. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, bon, de même, je ne peux pas me prononcer sur le programme de coopération franco-brésilien sur la lutte contre la corruption en général. Ce que je peux dire, c'est que dans le domaine spécifique, je crois que vous m'avez dit à congeler. Dans le domaine spécifique de la prévention, qui est lié à notre mandat de l'AFA, pour la prévention, nous avons des relations de travail bonnes avec notre homologue brésilien, qui est le Bureau du Contrôleur Général, le CEU, en portugais, Controladoria Geral da União. Nous travaillons très bien avec eux, mais c'est toujours une coopération technique entre praticiens, donc sans considération politique. Ce qui aide beaucoup cette coopération, c'est le fait à la fois que nous avons des systèmes assez similaires, parce qu'eux aussi, ils conduisent des contrôles administratifs d'obligation de conformité dans les entreprises. Donc, on peut échanger, parce que c'est assez rare. Dans d'autres États, on n'a pas vraiment ce type de contrôle. On n'a pas une action publique auprès des entreprises dans le secteur de la conformité. C'est beaucoup plus réservé à des autorités judiciaires. Donc ça, c'est assez intéressant. On échange beaucoup, on travaille ensemble. Ils font aussi partie du réseau des autorités de prévention de la corruption. Donc, nos relations sont bonnes. Et c'est un partenaire qui présente nous parce que c'est le Brésil est le premier partenaire commercial de la France en Amérique latine. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises au Brésil et un grand nombre d'entreprises sont dotées de sites de production locaux. Donc, pour nous, c'est intéressant aussi de savoir ce que se fait au Brésil en termes d'anticorruption, de connaître les autorités compétentes afin de pouvoir aider nos entreprises qui sont sur leur territoire. Donc, voilà à peu près. Sur le standard anticorruption brésilien et sa éventuelle dégradation, là aussi, je ne peux pas me prononcer, mais je vous invite à lire le communiqué de presse du groupe de travail de l'OCDE sur la corruption de novembre dernier, parce qu'ils ont organisé une mission de haut niveau au Brésil. Ils suivent de près cette situation et bon, ils ont publié ce communiqué qui peut vous intéresser. En tant qu'AFA, on n'a pas d'analyse particulière sur la situation. On sait que le Brésil est candidat à l'adhésion à l'OCDE, donc qu'il a tout l'intérêt de se conformer à ces standards. Et enfin, je me rappelle aussi que vous avez posé une question sur l'affaire Petrobras. Oui, et même si je ne peux pas me prononcer
parce qu'on n'est pas impliqué dans cette enquête. Je pense que pour vous, futurs spécialistes de la conformité, c'est une affaire assez intéressante à analyser parce que c'est une affaire tentaculaire, parfois un peu romanesque, et qui permet de vous interroger quelles ont été les failles des systèmes de conformité, quelles ont été les conditions de possibilité, les facteurs qui ont permis une affaire de cette ampleur. Et je pense que ça, pour vous, ça peut être assez intéressant et je vous invite à vous plonger. Le Brésil est un pays intéressant pour l'anticorruption. Et Madame Debec, vous me disiez lors d'une conversation précédente qu'il y a une coopération judiciaire active. Il y a donc des demandes d'information des deux côtés et que le courant passe bien, si je comprends. Il y a un attaché juridique français à l'ambassade à Brasilia. Il y a un magistrat de liaison à l'ambassade à Brasilia, oui. Oui, voilà. Et vice-versa, je suppose. Je ne connais pas le magistrat de liaison brésilien en France. Je ne sais pas s'il y en a, mais je sais qu'il y a un magistrat de liaison français au Brésil. Et oui, beaucoup de liens entre les deux pays, beaucoup de Français installés au Brésil. Et donc, mais avec la même difficulté que j'ai évoquée auparavant, la question de savoir qu'au Brésil, il n'y a pas de responsabilité pénale des entreprises, que des personnes physiques. Donc, parfois, l'échange d'informations peut être un peu difficile parce qu'au Brésil, elles sont poursuivies dans le cadre de procédures administratives et en France, dans le cadre de procédures pénales. Donc, parfois, les canaux officiels d'entraide judiciaire sont plus difficiles à déployer dans ces cas-là. C'est tout l'intérêt d'avoir un protocole de coopération avec l'autorité anticorruption locale, ce que nous avons à la fin. Merci beaucoup. Peut-être la question suivante qui en fait en regroupe plusieurs. Donc, à vous de choisir comment vous voulez les traiter. Bon, peut-être sur les normes d'amélioration ou détérioration, c'est difficile à dire. Au cours des 20 dernières années, il y a beaucoup de nouveaux instruments juridiques qui ont émergé, de nouvelles normes. Donc, des normes, elles existent au niveau international, des standards. La question est plutôt d'évaluer leur mise. Et c'est pour ça que au titre de l'AFA, elle participe au développement d'indicateurs d'intégrité et aux évaluations internationales. Et comme mentionné auparavant, la pression par les pairs est un outil important pour évaluer la mise en œuvre de ces normes. Donc, c'est peut-être plus important de s'interroger sur la mise en œuvre effective de ces normes, pas simplement sur leur existence. Il y a une question aussi sur la pandémie qui est très intéressante, sur comment la pandémie de Covid-19 peut affecter la lutte contre la corruption. Là, notre réseau NCPA a publié une déclaration qui est sur le site de l'AFA, que je vous invite à lire aussi. Elle recense un certain nombre de publications intéressantes de l'OCDE, du GRECO et de l'ONU sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui commencent à être écrites sur les risques de corruption dans le cadre de cette crise. Je pense que c'est une intégration très intéressante et importante. À ce stade, mais bon, c'est très très récent, on peut craindre un accroissement des risques de corruption, notamment car il y a un nombre de marchés publics d'urgence qui ont dû être effectués parfois dans certains pays en esquivant les procédures habituelles, les contrôles préalables. Et là, c'est un risque assez important. On a déjà vu des affaires en Bolivie, en Colombie, sur des achats de respirateurs et avec des faits de corruption présumés. Donc, les marchés publics, cette action publique importante pour combattre le virus peut donner lieu à des risques plus importants. Pour le secteur privé, on a aussi le risque de délaisser certaines procédures d'évaluation des tiers, quand on a besoin d'un produit très vite ou quand on a un fournisseur qui peut vous fournir un minerai, quelque chose, un produit, une matière première très rapidement en esquivant certaines formalités. Parfois, on sera moins regardant sur ces procédures parce qu'on est dans une période d'urgence et de crise. Un autre risque qu'on peut prévoir,
c'est la question des ressources et des priorités, à la fois dans le secteur public et privé. On peut, comme on sera confronté à une crise économique sans précédent, on peut se dire que la conformité n'est pas essentielle et que certaines ressources ne seront pas allouées à ça. Certaines entreprises peut-être ne vont pas survivre à cette crise. C'est quelque chose qu'on peut craindre et pour ça qu'on doit agir et plus que jamais valoriser ces efforts de conformité qui sont assez centraux parce que même si ces risques sont plus importants, on a aussi de nombreux acteurs qui sont en train de plaider en faveur d'un changement de paradigme. On parle beaucoup de la construction du monde d'après cette pandémie. Et je suis convaincue que l'intégrité doit être au cœur de ce débat et que la lutte contre la corruption, elle participe au renforcement de la confiance. Et la confiance est un outil immatériel, mais pourtant essentiel pour faire face à cette crise. Donc, des risques importants, mais aussi une pertinence renforcée de la lutte contre la corruption dans ce contexte de crise. Et j'avais une autre question sur les pays non signataires de la Convention de l'OCDE. Oui. Oui, il y a une double partie. C'est travailler avec les pays non signataires. Oui. Et en parallèle, vous en avez un petit peu parlé, est-ce que vous voyez davantage de candidats entrer à l'OCDE? Vous avez parlé du Brésil, par exemple. Bon, le travail avec les non signataires, il s'effectue principalement dans le cadre du G20 pour les plus grandes puissances économiques et des Nations Unies, parce que cette convention des Nations Unies, elle a presque 199 États parties, mais son mécanisme d'évaluation est beaucoup moins, je dirais, rigoureux, peut-être beaucoup moins exigeant que celui de l'OCDE, et les rapports ne sont pas toujours publics. Donc, ce n'est pas le même niveau d'exigence. Mais nous rencontrons ces partenaires sur des questions de lutte contre la corruption, et la corruption est une infraction aussi chez eux. Ce que nous essayons tous, en France et d'autres États aussi de l'OCDE, c'est de régulièrement inviter ces États, notamment la Chine, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, à participer aux réunions du groupe de travail de l'OCDE sur la corruption et les inciter à adhérer à la Convention. Ce n'est pas encore gagné, mais c'est quelque chose qui est vraiment prioritaire. Et l'OCDE aussi, elle entretient des réseaux régionaux afin de promouvoir ces standards au-delà de ses membres. Et pour répondre à une question qui m'avait été posée avant, il y a un réseau pour l'Asie aussi, donc qui essaye d'échanger, de promouvoir ces standards auprès d'États asiatiques qui ne sont pas membres de la Convention. Bien que au sein du groupe de travail anticorruption, nous avons la Corée du Sud, le Japon, donc l'Asie, elle est quand même représentée. Et l'autre question, c'était... Oui, et nous sommes actuellement en train de négocier un protocole de coopération avec l'Indonésie. Donc, il y a des initiatives à l'égard de ces États non signataires. Est-ce que l'OCDE s'élargira? Il y a deux questions différentes parce qu'il y a certains États qui sont candidats à devenir membres de l'OCDE. C'est le cas du Brésil, l'Argentine, la Colombie a adhéré récemment, le Costa Rica va adhérer bientôt. Ça a déjà été approuvé. C'est aussi le cas de la Roumanie. Ces États-là, ils veulent adhérer à l'OCDE, ils ne l'ont pas encore fait, mais ils sont déjà membres du groupe de travail sur la corruption. Donc, cette convention, elle n'est pas réservée qu'à des membres de l'OCDE. En fait, elle peut être ouverte à d'autres. Très, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions sur cet aspect, peut-être nous avons gardé pour le dessert la question d'une AFA européenne. Question difficile mais intéressante. Bon, sincèrement, je ne peux pas préconiser un modèle unique d'agence à reproduire au niveau européen ou d'autres États. Nous n'avons pas vraiment des leçons à donner. Je ne peux pas dire si on doit faire une AFA européenne. Ce serait un peu peut-être arrogant de notre part. Néanmoins, il me semble que le volet
préventif de la lutte contre la corruption est crucial et il doit compléter l'action du futur parquet européen. Et sincèrement, c'est vraiment très, très important de renforcer ces mécanismes de prévention et de détection parce que la corruption est une infraction cachée, occulte, qui est très souvent bénéficiée d'un pacte de complicité et de silence entre le corrupteur et le corrompu. C'est-à-dire que c'est des faits qui sont très difficiles à découvrir, difficiles à enquêter. Donc, dans ce contexte-là, la détection, avoir des procédures qui aident à détecter ces faits et la prévention des procédures qui aident à changer la culture des organisations, c'est vraiment fondamental. Et je pense qu'une réflexion dans ce sens au niveau européen est aussi vraiment très, très importante. Je crois qu'il y a des groupes de travail déjà, en tout cas au niveau du Parlement européen et je crois de la Commission aussi, non? Il y a des réseaux d'autorités nationales qui échangent, mais il y a OLAF, un organe qui enquête sur des fraudes, mais je ne sais pas, sur une agence anticorruption au niveau européen, je ne sais pas. C'était des propositions de certains candidats au Parlement européen. C'était plutôt une autre autorité européenne pour veiller à la probité des hauts fonctionnaires européens, mais je ne sais pas si cette problématique a beaucoup évolué. Dernièrement, la nouvelle commission, elle vise à renforcer son action sur l'état de droit. Ils vont produire un rapport sur l'état de droit dans l'Union qui va comprendre un volet anticorruption et pour lequel l'AFA a contribué. Mais de là à espérer la création d'un nouvel organe, je pense qu'on doit encore attendre le début du parquet européen, ses premières réalisations pour après essayer de plaider en faveur aussi d'une autorité préventive. Je crois d'ailleurs que certains de vos collègues ou anciens collègues sont passés au parquet européen, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mon ancien chef est maintenant au parquet européen. Y a-t-il d'autres sujets que nous n'avons pas abordés ou Madame Zubek, auriez-vous quelques mots d'encouragement pour nos étudiants? Bon, bonne chance. Ça ne doit pas être facile d'étudier, d'être en train de suivre un cursus de Master 2 dans ces conditions, avec la pandémie, le confinement. Restez motivés et bonne chance pour vos examens. Restez optimiste. Aussi, ça ne doit être pas facile pour les plus jeunes d'entre vous qui vont entrer dans le marché du travail, entrer dans une période de crise. Mais soyez assurés que la conformité reste fondamentale et que vous faites que votre future profession, elle répond au-delà d'une opération au secteur privé, elle aussi répond à un sens de l'intérêt général, à une mission d'intérêt commun. Donc, bon courage. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un plaisir de fournir des documents ou des précisions sur l'AFA.